Alors que l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir en France, la gauche veut faire revivre le Front populaire. Impossible, disent ses détracteurs. Au début des années 1930 aussi, cette coalition semblait impensable tant les divergences entre les partis étaient importantes, et pourtant le Front populaire a bien vu le jour. On vous explique comment. Voilà d'abord à quoi ressemblent la gauche et le centre au début des années 1930. On compte le Parti communiste dirigé par Maurice Thorez, les socialistes de la SFIO, la section française internationale ouvrière de Léon Blum, et le Parti radical dirigé par Édouard Herriot. Depuis 1920 et le fameux congrès de Tours, communistes et socialistes sont en froid. Le Parti communiste est en effet né d'une scission de la SFIO entre ceux majoritaires qui veulent rejoindre l'internationale communiste de Lénine et les autres. En ce qui concerne les radicaux, c'est un parti de centre droit qui a d'ailleurs pris part au gouvernement dit d'Union nationale en 1934, bien loin des idées communistes. À l'époque, rien n'indique que ces trois partis peuvent s'unir. Et pourtant, au début des années 30, la Troisième République est à bout de souffle. La crise économique étouffe la France, les scandales de corruption se multiplient, la défiance envers les parlementaires gonfle et le fascisme, arrivé en Allemagne, menace maintenant la France. Un événement choc va bousculer les certitudes à gauche. Le 6 février 1934, plusieurs manifestations organisées par des ligues d'extrême droite marchent vers l'Assemblée nationale le jour où Édouard Daladier est investi chef du gouvernement. Des violences éclatent avec la police, bilan 19 morts. Sonnée, la gauche y voit une tentative de coup d'État fasciste. La République est en danger, alors l'union s'impose, et d'abord via les syndicats. Le 12 février 1934, c'est la grève générale, et de grosses manifestations antifascistes sont organisées dans Paris jusqu'à se rejoindre pour réclamer l'unité. À partir de cette date, tout change. En juin de la même année, c'est Maurice Thorez, avec l'aval de Moscou, qui appelle à l'unité avec la SFIO. Les communistes et les socialistes mettent de côté une décennie de rivalité et de rancœur pour signer un pacte en juillet 1934. Pour les radicaux, signer avec les communistes, c'est un pas encore plus grand à franchir. Ils s'y rallient finalement un an plus tard, c'est la naissance du Front populaire, avec le slogan « Pain, paix et liberté ». Pour la première fois, les socialistes de Léon Blum prennent la tête d'un gouvernement. L'expérience sera de courte durée, mais les avancées sont telles qu'elle reste un modèle d'unité marquant dans l'histoire de la gauche. La preuve en est, encore aujourd'hui.